Ok, donc je vais démarrer. On a quelques personnes en plus, je pense. Je vais démarrer cette présentation. Donc, c'est le deuxième webinaire que l'on fait pour Ganister PLM. Le premier webinaire avait eu lieu il y a 2 semaines en anglais. Et on avait donc tout est enregistré. Ce sera diffusé après sur YouTube. La dernière fois, la qualité de la vidéo était très mauvaise. C'est pour ça qu'on va sûrement revoir le système de diffusion. Mais on va essayer de voir si la qualité est meilleure cette fois-ci. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est une quinzaine de minutes de slides, une démo de la solution. Alors, les temps vont être un peu plus longs que ça parce qu'on va prendre on va prendre un bon 45-50 minutes de présentation. La démo en live de la solution et 5 à 10 minutes de questions en fin de présentation. Alors, on me dit que le son est pas très fort. Je sais pas si tout le monde, normalement, je vais voir si je peux configurer ça, mais normalement, on a un bon niveau sonore. Ça a l'air d'aller pour la plupart des gens. Si vous n'avez pas le bon son, n'hésitez pas à augmenter le son chez vous. Donc, le business de Ganister, c'est principalement donc couvrir le cycle de vie du produit, surtout à travers la gestion des données. Et donc, comme tous les éditeurs, on va se retrouver avec une proposition de valeur de gérer la donnée du produit au travers de tout son cycle de vie. Et ce, vraiment sans s'arrêter à un milieu d'engineering, mais vraiment en couvrant toutes les données reliés qui pourraient apporter de la valeur au produit. Donc, que ce soit au niveau du marketing, au niveau de la production, jusqu'à la maintenance, tout ce qui peut apporter de la valeur pour améliorer le produit dans une sorte de boucle fermée va avoir un intérêt d'être stocké dans un même endroit et donc de pouvoir être capitalisé pour l'amélioration donc de ce produit. Et ce que l'on voit en général, c'est que les limites de ces projets dits PLM se font quelque part géographiquement à la partie engineering ou à la partie conception des produits. Et on estime qu'il y a certains éléments qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place une plateforme qui va couvrir tout le cycle de vie du produit. Et cela demande beaucoup d'agilité, beaucoup d'adaptabilité pour les besoins des utilisateurs, pour que ces utilisateurs ne prennent pas la première opportunité pour sortir d'un système que l'on essaye de mettre en place dans une entreprise. Donc le but d'une telle plateforme, c'est d'arriver à apporter plus de qualité, plus améliorer l'innovation, donc en ayant cette espèce de boucle fermée donc qui réinjecte les savoirs dans les initiatives de conception, donc pour améliorer chaque nouvelle version d'un produit, et de diminuer les risques donc au niveau légal s'il y a des incidents, s'il y a des problématiques on l'a déjà vu dans des problématiques de gestion de configuration où on remplace une pièce par une autre sans avoir vérifié la capacité de ces pièces à être interchangeables, et on peut arriver à des événements dramatiques. Donc ça peut être plus ou moins grave, mais c'est le but de ces plateformes PLM, est aussi de faire attention à ces problématiques. Donc la solution idéale, en tout cas telle que nous l'avons imaginée, c'est quand on est reparti vraiment de zéro pour bâtir une solution qui serait durable et qui serait agile pour vraiment supporter toutes les informations du cycle de vie du produit, c'est de commencer par la gestion de configuration. Donc la gestion de configuration, c'est vraiment la connaissance de toutes ces informations qui vont être liées au produit. Et ces informations, ça va être des informations qui vont être reliées les unes aux autres avec des importances qui est de plus en plus forte sur la gestion de ces relations. Les relations deviennent plus importantes que les informations elles-mêmes pour comprendre la donnée dans sa globalité. Donc la gestion de configuration dans une solution PLM, c'est le point de départ. Si on ne réussit pas
cette étape, tout ce qui va être construit par-dessus aura un manque conceptuel initial. Par-dessus, il nous faut de la flexibilité. Parce que la flexibilité, c'est la capacité de la solution que l'on va mettre en place, donc la solution IT, à s'adapter aux besoins des utilisateurs. Les utilisateurs évoluent, les entreprises évoluent, les entreprises se rachètent, les entreprises se divisent, les marchés sur lesquels elles interviennent évoluent, les intervenants en termes de supply chain sont de plus en plus variables et changent de plus en plus. Donc à chaque interaction avec un acteur hors de l'entreprise, va poser la question de comment on travaille, comment on échange de l'information et donc comment on s'adapte si on a besoin donc de faire évoluer cette partie-là. Donc la flexibilité est hyper importante pour avoir une solution qui dure dans le temps. Et comme on s'inscrit dans le temps à travers ce concept de cycle de vie du produit, on a vraiment besoin de cette flexibilité. Et enfin, des règles métiers. Donc, à partir du moment où on maîtrise la gestion de configuration, où on rend une plateforme flexible pour qu'elle dure dans le temps et qu'elle puisse s'adapter aux besoins des utilisateurs, il faut après approcher les entreprises avec des fonctionnalités existantes qui correspondent quand même à leur marché. Et donc, dans ce but, c'est pour ça qu'on a réalisé donc Ganister avec ces 3 étapes et avec des fonctionnalités de base qui permettent de démarrer assez rapidement à gérer ces informations produits avec notre solution. Donc plus dans le détail, en fait, pour réaliser ces 3, ce bloc et cette solution, on a donc mis en place un référentiel de données unique. Et on verra par la suite le concept de graphe qui rend assez unique la solution Ganister. On a un moteur de configuration flexible de la solution pour permettre à toute entreprise de l'adapter vraiment à ses besoins. Et quel que soit le type d'industrie. On travaille avec des personnes dans la nourriture, on travaille avec des personnes dans l'industrie, dans la high-tech, dans l'industrie de la défense. Donc on a des environs assez variés. Des modèles métiers standards. Donc on a quand même le besoin de fournir des briques métiers qui soient fonctionnelles et qui puissent être connues en fait des entreprises, qu'elles n'arrivent pas sur un outil qui montre des fonctionnalités totalement différentes de ce qu'elles feraient au jour le jour. Et enfin, une expérience utilisateur qui encourage les utilisateurs à être dans ce produit, à travailler avec ce produit, qui ne les refoule pas par une problématique d'expérience utilisateur qui les ralentirait dans leur saisie ou dans leur consommation de données. Donc au niveau conception de Ganister, on a créé une solution qui était cloud native parce que c'est vrai qu'on va de plus en plus vers toutes les applications dans le cloud, mais venant historiquement du marché de la défense, on a des clients qui mettent encore un peu de temps à basculer vers le cloud. Donc la technologie était faite pour être sur le cloud. Nous, c'est notre façon de délivrer qui est la plus simple et c'est ce que l'on favorise. Tout notre pricing sont basés là-dessus. Par contre, on peut déployer on-premise si nécessaire. Les mises à jour automatisées. Donc on voulait absolument, dans ce souci de flexibilité et de durabilité de la solution, de faire en sorte que les mises à jour de la solution soient automatisées. Et on permet en plus, à travers un concept de mise à jour cumulative, de ne pas forcément prendre les dernières mises à jour s'il y a des mises à jour qui impactent, par exemple, l'expérience utilisateur ou des choses qui sont un peu impactantes. On va potentiellement permettre aux entreprises de dire vous n'êtes pas obligé de passer la mise à jour tout de suite, vous pourrez cumuler et passer 2-3 mises à jour d'un coup. On utilise des technologies web éprouvées et en plus, on a visé des applications très larges, donc avec un très grand nombre d'utilisateurs, un très grand nombre de données. Ça ne veut pas dire qu'on ne vise que ce marché. On a fait en sorte d'être très scalable, si on se permet quelques termes anglais.
pour que l'entreprise avec 10 utilisateurs s'y retrouve autant que l'entreprise avec 10 000 utilisateurs. Nos technologies web utilisées sont utilisées par des très grands sites web qui permettent de travailler avec des trafics de personnes et des trafics de données qui sont assez larges pour soutenir tout ça. Le stockage des données sous forme de graphes, ça c'est la vraie spécificité de Ganister, c'est de gérer, de stocker des données sous forme de graphes, et on verra un peu plus en détail quel est l'apport sur ce sujet. Et enfin, API First, donc là c'est un terme un peu technique, c'est vraiment pour dire que notre application, on la conçoit en termes de service en premier lieu, et ensuite on met une interface par-dessus. Mais la première brique que l'on conçoit à chaque fois qu'on rajoute des fonctionnalités, on conçoit des services, ce qui fait que tous ces services sont interfaçables avec d'autres systèmes. Vous verrez qu'on a toute la documentation qui est générée là-dessus, qui permet à un ERP ou à un autre système de venir consommer ou d'alimenter la solution à travers son API. Et c'est aussi, sous certaines formes, un apport au niveau sécurité, parce qu'on n'a pas de point d'entrée en dehors de l'API. À travers l'interface, ça réduit le nombre de failles de sécurité. On a des fonctionnalités transverses donc, qui permettent à l'application de fonctionner et d'apporter les fonctionnalités nécessaires pour faire du PLM. Donc la maîtrise des configurations, avec toute la partie change management, on arrive à offrir une maîtrise de la configuration des données, donc à travers ces données graphes, où on retrouve des nœuds. En fait, nous, on gère vraiment des nœuds et des relations. Pour vous, pour les industriels, ça représentera des articles, des documents, des suppliers, des choses comme ça. Et toutes ces relations qui sont hyper importantes, nous, on en maîtrise la configuration, et c'est notre plus-value au niveau de Ganister, c'est d'apporter une vraie sécurité, une vraie maîtrise des configurations de ces informations pour conserver une cohérence globale de la donnée et afin qu'elle apporte de la valeur sur le long terme. La gestion des accès. Donc la gestion des accès, là aussi, c'est quelque chose de spécifique lié à notre utilisation des graphes. Tous les accès sont résolus par le graphe. C'est-à-dire que pour avoir accès à un objet, pour avoir accès à un document, à un article, il faut que vous ayez le bon accès à travers le graphe. Donc les bonnes relations entre vous et potentiellement des éléments d'information d'accès, des éléments de permission qui vous relient à l'article, au document, etc. Et potentiellement à travers des nomenclatures, potentiellement à travers des projets. Et donc toute cette logique, grâce à la base de données graph, amène de la performance. Donc vous n'êtes pas ralenti, bien que vous puissiez mettre quelque chose de complexe en termes d'accès aux objets, vous ne serez pas ralenti en termes de performance. L'autre élément qui sera important, c'est le côté auditable de la solution. C'est-à-dire que à travers le graph, vous pourrez comprendre qui a accès à quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être important au niveau de l'audit. Vous aurez un moteur de reporting, puisque on joue beaucoup avec les graphes. On a une base graph, on représente des graphes, vous allez voir dans la démo. Par contre, c'est important souvent de faire des rapports sous forme de tableau, parce que l'être humain, ou en tout cas l'être moderne, aime bien encore voir des tableaux. C'est encore compliqué de voir des listes d'informations seulement à travers des graphes. La documentation éditable, c'est un petit élément, mais on est assez fiers de ce produit. Dans Ganister, quand vous avez Ganister, que ce soit sur un déploiement cloud ou on-premise, vous avez une documentation que vous pouvez adapter pour votre entreprise en fonction des configurations que vous faites sur la solution. Il n'y a pas besoin d'outils complémentaires pour l'éditer. Il y a de la recherche plein texte qui est intégrée, et elle est suivie à travers les upgrades. C'est-à-dire que quand nous, on rajoute de la documentation, vous allez pouvoir merger intégrer ces améliorations ou ces ajouts d'informations sans perdre votre propre documentation. Et enfin, le côté internationalisable. Donc,
vous pouvez rajouter autant de langues que vous voulez. La langue côté client, en fait, se switch, se change assez simplement. Nous, aujourd'hui, officiellement, nous ne supportons que l'anglais et le français, c'est-à-dire que nous supportons ces langages, mais dès que vous rajoutez des termes, bien évidemment, dans votre modèle, il faut rajouter les traductions. Et donc, mais vous pouvez maintenir d'autres langues si besoin. Le cœur de la solution et que l'on va trouver dans la partie démo, on va parcourir ce point-là. Ce qui apporte une vraie capacité d'agilité de la solution, c'est le modèle adaptable no-code, low-code. On utilise les deux termes no-code, low-code parce qu'on estime que vous pouvez faire une application sans écrire une ligne de code. Il y a beaucoup d'éléments de configuration que vous pouvez faire. Et vraiment, si vous arrivez aux limites des capacités de configuration, et que vous avez besoin vraiment d'une fonctionnalité très spécifique à votre besoin métier, alors vous pouvez écrire du code dans la solution, dans l'éditeur, vous allez voir dans la démo, qui sera lu et qui permettra d'adapter vraiment au plus fin la solution à votre besoin métier. Donc avant de passer à la démo, je vais parcourir quelques éléments, donc les types de fonctionnalités que l'on peut apporter à certains de nos clients et prospects. Donc je vais parcourir assez rapidement les fonctionnalités abordées. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Ou sinon, dans les questions, on peut aborder quelques-uns de ces points. On n'a pas une instance de Ganister qui représente toutes ces fonctionnalités d'un coup. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc la base en termes de gestion de conception, on permet d'avoir des nomenclatures multidisciplines, donc avoir non seulement de la mécanique, mais aussi de l'électronique, et vous pouvez injecter d'autres choses sous forme d'autres types d'objets, si c'est pas forcément sous forme d'un article, si la documentation fait partie de votre produit, rajoutez la documentation, si le logiciel fait partie de votre produit, rajoutez du logiciel. De notre point de vue, en termes de gestion de configuration, il faut savoir, je ne vais pas le répéter à chaque slide, mais nous, on ne gère que des nœuds et des relations vraiment dans le cœur de notre solution Ganister. Ensuite, que ce soit des articles, que ce soit des logiciels, pour nous, c'est la même chose. Et donc, toutes les règles de configuration vont pouvoir s'adapter à tout type d'objet. On n'a pas codé en dur la façon de gérer un article ou la façon de gérer un document ou la façon de gérer un logiciel. On ne gère que des nœuds. Et ensuite, on fournit des règles de configuration que vous pouvez adapter par type de nœud dans le moteur de configuration. Mais rien n'est écrit en dur là-dessus, ce qui permet une assez grande flexibilité. On a un cycle de validation simplifié, donc quand vous faites le cycle de vie d'un objet, nous c'est assez simple de passer d'une étape à l'autre. Et on a une gestion d'indices adaptable, ce qui est assez sympa au niveau des indices, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le modèle ABCD un peu standard qui pose problème dès qu'on sort du monde de la mécanique. On a un modèle d'indice qui peut aller de 1 indice à 3 indices selon l'usage, c'est-à-dire parfois vous voulez une petite modification qui sera définie peut-être comme interchangeable. Donc ça peut être un patch ou alors une modification plus importante qui impactera donc l'interchangeabilité d'un article. Au niveau de la gestion des modifications, on fournit des outils un peu classiques du CM2 comme PR, ECR, ECO. On a une matrice d'impact qui est assez sympa. On fait de la vue graphe des évolutions, la gestion de l'interchangeabilité. Au niveau de la gestion documentaire, on a un outil d'édition simplifié. En fait, c'est un outil qui s'installe sur le poste en plus de votre accès web à Ganister. C'est un outil qui va vous permettre d'ouvrir n'importe quelle application pour donc des applications d'autoring, l'application qui édite le document que vous êtes en train de vouloir éditer. Et donc, ça permet d'aller assez rapidement dans l'édition des documents. On a une visionneuse intégrée qui fait de la vision de PDF, mais aussi de modèles 3D. Et on a de la conversion à la volée, principalement à travers des services web.
En termes de gestion de projet, on a une brique assez légère qui permet de gérer des projets sous forme de Gantt, sous forme de Kanban, sous forme de PERT. Et le point principal, c'est que l'objet activité est assez transverse, c'est-à-dire que si vous êtes dans un ECO et que vous rajoutez des activités, ou même dans un cycle de vie d'un document et que vous voulez rajouter une activité à la volée en disant avant de valider cette étape, il faudra faire ça, cette activité peut aussi se retrouver dans un projet si besoin. Alors, il faut faire attention aux interactions, mais c'est ce côté transverse, ce nœud d'activité qui finalement peut être utilisé à travers différents objets supérieurs, comme un projet, comme un ECO, etc. La gestion des exigences, on a une interface assez simple qui nous permet donc de créer des exigences et de les rattacher à d'autres objets, principalement des articles, mais ça peut être à des projets ou des choses comme ça. Donc là-dessus, c'est assez pratique. L'analyse du soutien logistique, là, c'est plus historiquement, compte tenu de nos activités initiales, très liées dans le monde de la défense. On a donc des outils pour aider à l'analyse du soutien logistique avec la définition des plans de maintenance, des spécialisations par système, des spécialisations de maintenance au point d'emploi et des modèles métiers donc standards utilisés dans le domaine de la défense. La gestion du sourcing, puisqu'on est assez impliqué aussi dans la partie électronique, on a toute une partie sourcing, donc on sait qu'en ce moment, dans toutes les problématiques de supply chain qu'on peut avoir, ça apporte une valeur importante de connaître quel est le risque d'obsolescence que l'on peut avoir sur un assemblage, non seulement avec des statuts d'obsolescence des articles, mais aussi avec des informations sur la supply chain des composants. Donc on a une intégration avec une solution qui s'appelle Z2Data, qui nous donne beaucoup d'informations sur où est-ce que les produits sont fabriqués. Donc vous pouvez avoir une carte et vous pouvez savoir que sur votre carte, 80% de la carte vient de tel pays. Et donc, quels sont les impacts à partir du moment où on a un problème d'approvisionnement depuis un pays ou un autre. Et enfin, la nomenclature de production. Donc, on gère une nomenclature de production, on construit une nomenclature de production avec la gestion des outillages, la gestion des opérations, la gestion des gammes, et on a une réconciliation de nomenclature sur laquelle on est en train de réaliser une deuxième version où on va apporter plus d'éléments visuels sur la partie réconciliation de nomenclature entre la nomenclature d'engineering et la nomenclature de fabrication. Et j'ai oublié la sérialisation. Là aussi, historiquement, sur des besoins initiaux que nous avions eus, on nous demandait de gérer des jumeaux numériques quelque part, assez simplifiés, puisqu'on s'arrêtait dans les niveaux de sérialisation en fait des produits tels que conçus. Donc dès qu'il y avait une livraison d'un produit, on sérialisait le produit en s'arrêtant au niveau qui était géré en termes de maintenance. Donc souvent, toute pièce qui a un numéro de série était sérialisée. On renseigne les numéros de série et on peut gérer par la suite ce produit jumeau d'un vrai produit physique avec des évolutions, des opérations de maintenance et potentiellement proposer des rétrofits en comparant en fait ces jumeaux numériques avec les dernières versions de ce que l'on a en conception. Donc Ganister aujourd'hui, en termes de fonctionnalité, c'est de la gestion de nomenclature, la gestion du changement, gestion documentaire, gestion de projet, gestion des exigences, analyse du soutien logistique, de la gestion du sourcing des composants, la gestion de nomenclature de fabrication et la sérialisation des produits, autrement appelés jumeaux numériques. Et tout ça est supporté par des fonctionnalités transverses telles que la maîtrise des configurations, un moteur de rapport, la gestion des accès, la documentation éditable, la gestion du modèle de données et l'internationalisation de notre solution. Donc juste un petit point sur le concept de graphe. Donc ça remonte à quelques temps où on étudiait en fait au début de la création de Ganister la capacité de faire du PLM avec un graphe et quelle était la pertinence de
de cela. Et c'est vrai qu'à chaque fois que l'on décrivait des concepts PLM, on était sur un tableau blanc à dessiner des graphes. Et comme on a un goût assez fort pour la technologie, on a découvert ces bases de données graphes qui nous ont apporté assez rapidement satisfaction en termes de performance, en termes de flexibilité. Ça, c'est l'élément le plus important qui souvent est caché pour le client ou pour l'utilisateur final, qui ne voit pas la différence finalement entre un graphe et une base SQL en général. Pour les consultants et pour nous-mêmes, c'est extraordinaire quand il y a une modification du modèle de données qui est demandée par le client, la capacité de changer le modèle de données et surtout la capacité de modifier les données, par exemple d'inverser une relation avec les bases de données graphes en ayant l'expérience des bases SQL. C'est une révolution pour nous, c'est un gain de temps extraordinaire. Et le choix a été validé par la quantité d'entreprises qui se sont mises à utiliser ces bases de données. Donc nous, pour information, on est très lié pour l'instant à Neo4j, à Neo4j, qui est voilà, la plus grande base de données graph pour l'instant en termes de chiffre d'affaires et de marketing, en tout cas au niveau du marketing. Mais nous avons gardé un accès en termes de connexion avec cette base de données assez standardisé, c'est-à-dire qu'on utilise un langage de requête qui s'appelle Cypher, que eux ont lancé, mais qui était standardisé depuis. Et donc, il y a plus de bases de données graphes qui utilisent ce langage, et donc on est adaptable à d'autres bases de données graphes si besoin. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un choix qui est validé par le marché, et c'était un choix très technologique initialement, et vraiment pour nous, initialement, pour développer l'outil, c'était un gain technologique extraordinaire. Après, dans les applications, il y a des choses qui sont vraiment faisables avec la base de données graph qui ne l'étaient pas avec les bases de données SQL. Je prendrai les questions, sauf s'il y a vraiment des questions sur ce que l'on vient de voir. Je reprendrai les questions après la démonstration, après la fin de la présentation. Je vais basculer sur la présentation de l'outil. Donc Ganister, c'est une solution web, principalement, donc, comme je l'ai dit, déployée sur le cloud. Et donc pour l'utilisateur, c'est une utilisation où vous êtes sur votre navigateur et vous aurez l'URL de la solution et vous pourrez vous connecter avec votre login. Donc je vais me connecter en ligne, comme ça on aura accès directement à tous les éléments de configuration. Donc quand vous vous connectez à la solution, vous arrivez sur un dashboard ou un centre de contrôle de l'application, en tout cas de votre expérience, de votre session sur l'application, avec les activités sur lesquelles vous êtes soit demandeur, soit responsable. Donc c'est bien aussi, c'était un manque qu'on voyait souvent, c'était souvent, vous voyez les activités sur lesquelles on devait faire quelque chose. Parfois, pour faire quelque chose, on est dans l'attente d'autres activités que d'autres personnes doivent faire pour nous. Et donc, c'est important d'avoir aussi cette vue des activités que l'on demande, de voir où ça en est. On a un critère d'avancement ici. On a les derniers items qui ont été ouverts. Quelques éléments graphiques. Donc, pour l'instant, on n'a pas été très démonstratif sur la partie configuration de ces éléments graphiques d'indicateurs. Et les workflows. Alors les workflows, c'est un mix chez nous entre workflow et cycle de vie. C'est des étapes de validation de cycle de vie sur lesquelles il y a un suivi important à faire. Et donc là-dessus, sur ces deux éléments qui sont en in review, j'ai quelque chose à faire. Au niveau de l'interface, donc vous avez ce dashboard. Ensuite, à gauche, vous avez le menu principal, donc des objets auxquels vous avez accès. Donc avec un aimant à l'accueil, vous avez les tâches, les exigences, la partie conception, les évolutions, la fabrication, MCO, etc. C'est vraiment des objets de base dans notre instance de démo. Je pense que ça ne s'écarte pas trop aujourd'hui de l'instance
de base qui est installé, mais qui vient avec l'installation de la solution ou le premier déploiement de la solution. Et donc, quand vous cliquez sur un de ces éléments-là, vous atterrissez sur la liste des éléments du type sélectionné. Donc ici, on est sur des articles. On fait une petite base de démo avec des Lego. Pour information, on fera une démonstration prochainement de l'intégration que l'on a réalisée avec Onshape, donc la solution CAO Cloud de PTC. On a une intégration où on fait les montages justement d'un de ces Lego, qui va être un peu le fil rouge de toutes nos présentations. Ça va être un peu toutes les présentations que l'on fera sur la gestion de configuration. On a ce Lego qui va être entré en compte. Et c'est aussi le Lego que l'on offre à chaque nouveau salarié chez Ganister, la vraie version physique que l'on offre et que les personnes doivent monter pour intégrer la société. Donc, on a cette grille qui est assez intéressante parce qu'elle nous permet, elle est assez flexible. Vous voyez qu'on a ici des images. On peut masquer les images si on veut, les vignettes. On a des éléments de filtre qui sont assez intéressants. Tout ça est bien entendu complètement configurable, c'est-à-dire que si vous rajoutez des types d'articles, les filtres vont s'adapter. Vous avez ici les filtres sur les statuts. Vous pouvez, si je fais un filtre sur ça, filtrer vraiment sur les textes, etc. Plus largement, sur l'application, on a aussi une recherche sur tous les termes des champs des objets, quel que soit le type d'objet. Par exemple, là, 62, 65, 091. Si je fais une recherche comme ça, 62, 65, on va retrouver l'article que je venais de voir ici. Et d'ailleurs, je vais repasser en anglais là. Hop. Vous voyez aussi le changement de langue se fait à la volée, selon les éléments traduits. Et donc, donc là, je suis sur les articles. Si je vais sur les documents, je vais avoir pareil un listing de documents. Et ensuite, on peut aller dans le détail de chaque élément. Donc, si je vais sur... Une fois qu'on double-clique sur un de ces éléments, on a le détail de l'élément avec le formulaire en haut et les différentes relations qui peuvent être listées sur le bas de l'écran. Donc là, en haut, on a très peu d'éléments sur ce formulaire, mais on va voir rapidement comment on peut enrichir cette configuration. Et sur les onglets, donc par défaut, sur l'article, on a la nomenclature premier niveau, la nomenclature multiniveau, la gestion des exigences, les documents reliés, les documents CAO reliés, des logiciels, si on veut rattacher des logiciels, les ECO qui auraient impacté l'évolution de cet article, une analyse graphe de cet article. Donc ça, c'est un onglet un peu spécifique qui est vraiment possible grâce aux graphes, grâce aux bases de données graphes. En fait, ici, on définit sur cet onglet une requête graphe qui va permettre de dire, je crois que dans cette requête, on va la voir tout à l'heure, mais on demande à la base d'aller nous chercher 3 niveaux de relations d'articles. On pourrait aller chercher des documents, on pourrait aller chercher des fournisseurs. Et dans chaque article que l'on ouvrira, on aura cette résolution de la requête graphe. Donc, si l'article est tout seul dans son coin, il n'y aura sûrement que l'objet de base, que l'élément de base qui sera représenté. Idem pour les vues custom. Alors ici, c'est une vue multiniveau où on a indiqué que l'on voulait non seulement avoir la nomenclature sous forme en multiniveau, en récursif, mais aussi des documents. Et je pense qu'on a même des logiciels. On a un logiciel ici. Donc c'est cette capacité vraiment à adapter des vues pour les différents métiers qui est la richesse de Ganister. Au niveau de ce qui est commun par rapport à tous les objets, donc par exemple si on prend un élément document, ici, on va avoir donc le type d'objet. Vous voyez ici qu'au niveau des indices, on a
Pour l'article, on a 3 indices. Pour le document, on n'en a que 2. Donc, c'est cette variation de gestion de configuration dont je parlais. C'est-à-dire, selon les règles de votre entreprise, vous pouvez dire, bah, nous, un document, on gère soit une version majeure ou une version mineure. Alors qu'un article, c'est peut-être un peu plus complexe, ou alors c'est peut-être pas sur l'article, mais sur le système. Peut-être que notre système que l'on vend, on veut gérer une version, un patch qui ne sera pas visible du client, ou une version mineure qui sera visible de client, mais ça indiquera au client qu'il n'y a pas besoin de modification dans son système à lui. Et une version majeure qui dit au client, bah, attention, on a une nouvelle révision majeure qui veut dire qu'il va falloir modifier quelque chose dans le produit chez vous qui intègre notre solution. Donc ça, c'est complètement configurable. On a la gestion du cycle de vie ici, qui permet donc de simplement passer d'un statut à l'autre et d'assigner potentiellement des personnes à chaque phase du cycle de vie de chaque article. On a toujours ce concept de verrou pour éditer les objets, enregistrer. On a la capacité donc de modifier, quand on a les droits d'accès nécessaires, de modifier les accès ou de rajouter des accès vraiment ponctuels à l'objet étudié. On a un outil d'audit des accès. Ici, c'est pour auditer pourquoi moi j'ai accès aux documents. Donc en fait, en tant que John administrateur, je fais partie du groupe administrateur qui a une permission spécifique sur les documents en général. Et donc j'ai accès à ça. On a des timelines pour savoir ce qui s'est passé sur ce document et aussi une vue graphe, alors qui parle plus quand on a plus de connexions, bien sûr, qui permet un peu de voir ce qui est connecté dans un sens comme dans l'autre, si on n'a que des éléments sortants, et on peut rapidement naviguer vers un autre objet ou alors déployer les autres connexions qu'il peut y avoir. Et ce qui est important, alors dans certaines industries plus que dans d'autres, c'est vraiment cette sémantique qui est intégrée et qui est la même dans la base de données graph. C'est-à-dire quand ici vous voyez cet objet consomme cet objet, ce n'est pas une surcouche que nous rajoutons en termes d'information, c'est vraiment ce qui est dans la base de données graph. Donc on a des clients qui nous demandent, et à juste titre, puisqu'on est assez jeunes, qui nous disent, bah oui, mais si vous n'existez plus dans un an, comment ça se passe au niveau de la base de données? La base de données graph, c'était un point élémentaire du lancement de l'application. On veut qu'elle soit lisible, même sans Ganister. C'est-à-dire que vous prenez la base de données graph, si la sémantique a été bien définie initialement, vous pouvez lire la base de données. Vous pouvez savoir qui a accès à quoi. Vous pouvez savoir comment les produits sont connectés. Il suffit de choisir la bonne sémantique. Nous, on l'a choisi pour les modèles de base, mais quand vous étendez le modèle à vos propres besoins, on vous invite à choisir les bons termes et on a beaucoup de discussions là-dessus. C'est super intéressant pour comprendre vraiment le métier de chacun. Donc voilà un peu pour une petite vue de quelques objets sur l'interface utilisateur. Ensuite, une fois que donc, vous avez ce modèle de base, ce qui est intéressant, c'est d'aller l'adapter à votre besoin. Et pour ça, on accède à l'interface d'admin. Donc c'est vraiment accessible que pour l'admin et en général que sur une instance de développement. Donc même dans nos déploiements cloud, vous avez une instance de production et une instance au moins de validation de développement, et donc dans laquelle vous pouvez configurer des choses et pour ensuite les pousser en production et les tester. Et donc dans cette partie de configuration, vous allez avoir la capacité de modifier le modèle de données de l'application, d'écrire, comme j'avais précisé un peu plus tôt, d'écrire des méthodes pour faire évoluer, pour rendre encore plus spécifique votre application, gérer les droits d'utilisateur, etc. Il y a pas mal d'éléments de configuration. Dans le modèle de données, ici, vous allez pouvoir donc rajouter des objets ou modifier des objets. Par exemple, l'article ici, ou si on va sur logiciel, on va modifier l'article, l'élément logiciel. On pourrait, par exemple, ici, donc il y a un type de logiciel qui est défini. Donc si on revient là-dessus, on va voir comment était défini le logiciel. Donc il y avait un logiciel ici, je crois, de défini. Ouais.
Donc on a un formulaire avec une référence, l'organisation, name, type, description, et on dit qu'on veut rajouter par exemple un langage, le langage du logiciel, même s'il y a rarement qu'un langage dans un logiciel. Et donc ici on va pouvoir ajouter une propriété, langage. Langage ici. On va dire que c'est une... si je... un select, donc pour définir une liste. On va créer une liste. La liste va s'appeler langage. J'ai mis un U juste avant. Langage dev. Et je mets des valeurs. Donc je vais mettre JS, Java, PHP par exemple. On va nommer ça. Pareil pour la traduction. Donc là, j'ai mis à jour le modèle, donc la partie propriété, et en même temps, il m'a demandé si je voulais rajouter ce modèle, faire impacter ce modèle sur la partie, sur le listing des logiciels. Donc je veux dire oui aussi. Et puis je peux le rajouter dans le formulaire. Donc le formulaire est responsive, donc on ne peut pas définir vraiment au pixel près où on va mettre les champs. On met juste un ordre et une largeur de champ. Donc on va dire ici langage. Hop, langage, et 2, ça ira. Donc si je rafraîchis ma page avec mon logiciel ici, donc maintenant j'ai accès au langage du logiciel. Donc ça se fait assez simplement. Pareil pour les onglets, on peut avoir des onglets qui représentent différentes choses. On préconfigure, nous on a préconfiguré des onglets, des types d'onglets. Donc soit on a des relations simples vers d'autres objets. Par exemple ici, dans le modèle, on a défini une relation entre logiciel, logiciel et document. Et donc, vous pouvez avoir sur logiciel l'onglet qui représente cette relation et qui vous donne les fonctionnalités pour rajouter, supprimer des instances de cette relation. Le cycle de vie va aussi se configurer directement dans la solution avec en quelques clics. Vous pouvez même, sans avoir à écrire de code, définir si à l'arrivée d'un état, vous voulez des propriétés obligatoires ou même des relations obligatoires. À pas mal d'endroits, vous pouvez aussi définir des conditions. Alors ici, des conditions de promotion, mais au niveau de l'affichage, vous pouvez dire est-ce que cet onglet s'affiche pour un assemblage ou pour un article, et encore une fois, sans écrire de code. Et ensuite, on va avoir le côté un peu low-code, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter du code et donc définir des actions et définir des mécanismes à travers des méthodes déclenchées sur des événements de la solution pour vraiment adapter au plus fin la solution à votre besoin. Et on enrichit cette partie d'intégration avec des API externes. Donc, par exemple, ici, nous, pour le logiciel, on a une intégration avec GitHub qui vous permet de récupérer tous les commits et toutes les issues d'un logiciel, d'un repository d'un logiciel. Pour des composants électroniques, on peut avoir accès au catalogue Element14, qui est le catalogue Farnell, un distributeur d'articles électroniques. Et pour la veille technologique, on a donc IHS et Z2Data qui nous donnent des données donc de veille technologique. Ce sont des produits auxquels il faut souscrire en plus, mais pour lesquels on a déjà réalisé cette intégration. Et ensuite, on peut aussi configurer des éléments d'instanciation de produits si on veut gérer donc les jumeaux numériques. Juste un petit détour par la partie édition de code. Donc c'est là que le développeur ou la développeuse adaptera vraiment des fonctionnalités dans la solution. Tout ce qui est écrit ici est maintenu et est garanti par nos soins à travers les upgrades. Voilà pour cette présentation, pour cette introduction. Je vais revenir rapidement sur la présentation, pardon. Et donc pour la suite, nous, les prochaines étapes, en tout cas ce qui arrive en ce moment, sur lesquels les éléments sur lesquels on travaille,
c'est le design de process. On a différents besoins sur le design de process, autant au niveau de l'industrie de la nourriture que l'industrie manufacturing. On travaille et on finalise en ce moment notre intégration OneShape, qui va être intéressante pour nous, puisque comme on est très orienté sur le cloud, cette solution est cloud, ça fait un beau mariage potentiel. Et on va améliorer notre viewer CAO. Et par la suite, donc on travaille sur une nouvelle version de notre Manufacturing BOM. On travaille sur d'autres intégrations CAO et on démarre aussi des travaux sur la partie ingénierie système. Dans un premier temps assez léger, mais qui permettrait à une PME de commencer à faire de l'ingénierie système sans être forcément des spécialistes du domaine. Et par la suite, ce sur quoi on a déjà commencé à travailler, mais on veut vraiment s'inscrire dans le temps là-dessus, c'est la gestion des options et variantes, pour montrer que le graphe, ou en tout cas les technologies des graphes, peuvent apporter des choses assez impressionnantes sur la partie gestion options variantes et toute la diversité que cela apporte. Donc à partir de là, si vous voulez utiliser Ganister, donc il y a plusieurs approches. Soit vous êtes quelqu'un de très technique et vous pouvez télécharger l'application. Pour l'instant, l'installation se fait encore avec des lignes de commande, mais on est en train de développer un installeur et un manager de l'application pour pouvoir démarrer le serveur quand vous voulez, etc. Sinon, l'approche métier, vous nous contactez et on discute des besoins métiers et on essaie de démontrer comment Ganister peut supporter un de vos process, et en plus on peut démontrer par la suite comment on peut s'étendre dans l'entreprise. Ou enfin l'approche stratégique, où là on parle plus sur des décisions stratégiques pour valider à quel point Ganister peut supporter votre information produit sur le long terme et de manière vraiment étendue à tous vos départements, mais aussi à travers votre supply chain. Je vais prendre des questions. Je crois qu'il y avait quelques questions, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les relis rapidement dans le chat. Donc, il y a une question qui portait sur la variété des objets. On me disait la variété des objets que l'on peut attacher au nœud semble forte. Quid de la variété des liens? Quid des options et variantes? Alors, les liens aussi sont très variables. C'est-à-dire qu'on peut avoir des liens entre les nœuds de tout type. Vous avez vu qu'il faut apporter un soin important sur la sémantique que l'on apporte aux liens. Mais les liens peuvent être de tout type. Ce que l'on n'a pas, et j'avais eu la question au niveau, il y a 2 semaines, sur le côté un peu d'héritage des nœuds et des liens, c'est-à-dire d'avoir peut-être des super classes de nœuds. Pour l'instant, ça, on l'a pas encore. On définit vraiment des nœuds, des types de nœuds et des types de relations. Mais là, il n'y a pas de limitation sur la variété de ces liens. Ensuite, nous, on définit il y a certains mécanismes que l'on écrit un peu dans le marbre, c'est-à-dire qu'un ECO a une certaine sémantique sur sa relation avec les nœuds qu'il manipule. Donc, par exemple, un ECO va impacter un article pour le faire évoluer. Et donc, on a une relation qui s'appelle handles change off, et il va générer potentiellement une nouvelle révision. Et donc ça va être generated. Donc, on a quelques éléments comme ça qui sont un peu prédéfinis, mais sinon, pour le reste, vous pouvez choisir la diversité que vous voulez sur les relations que vous créez, sur les types de relations que vous créez. Il semble que l'on voit beaucoup d'arbres. On est bien d'accord que le modèle sémantique est un graphe complet. Oui, il n'y a pas de... là, c'était un peu la vision qu'on a vue. On a vu 1 ou 2 arbres. Alors parfois, c'est voulu, c'est parce qu'on veut vraiment cette vision arborescente. Mais le graphe, nous, il n'y a pas de tête et il n'y a pas de feuilles à ce graphe. Il y a sûrement des feuilles parce qu'il y a des éléments qui sont en bout de graphe. Mais c'est vraiment un graphe complet. Il n'y a pas une hiérarchie, c'est pas vraiment comme une structure documentaire.
Ce qui est en bas peut très bien se mettre en haut d'une structure. Donc on avait parlé des classes d'objets. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas cet héritage entre types d'objets. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près toutes les questions. Les autorités validant un statut peuvent-elles être après plusieurs niveaux, un représentant par qualité de plusieurs avis? Alors après, sur la structure du cycle de vie, je vais juste revenir là-dessus. Au niveau du cycle de vie, on a pris, pas forcément un raccourci, mais on a voulu être efficace. En fait, par expérience, on a vu des solutions qui se vendaient très bien sur le côté hyper configurable du cycle de vie. Et en fait, l'expérience montrait qu'après quelques années, cette hyper configuration devenait un problème au niveau de la maintenabilité de ces cycles de vie et de ces workflows. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a marié en fait le cycle de vie et des activités. C'est-à-dire que les utilisateurs à un certain statut du cycle de vie sont responsables du cycle de vie. Donc, il y a une personne qui est désignée comme responsable. Après, il y a un manager qui peut prendre le dessus ou changer le responsable. Mais le responsable désigné peut dire, mais moi, avant de pouvoir valider cette étape, il me faut telle chose. Et dans ce cas-là, il crée à la volée, et on le voit quand on va dans le cycle de vie ici, on a un onglet Assignments and History. Donc ici, ils peuvent créer des activités et attendre donc que ces activités soient réalisées avant de pouvoir valider l'étape. Et ça, c'est un concept qu'on a commencé à tester et qui est finalement, a priori, au premier déploiement, bah, pas plus enrichissant que le cycle de vie complexe avec un workflow complexe. Par contre, dans le temps, on pense que ce sera beaucoup plus simple à maintenir et ce sera plus durable. Voilà pour les questions et pour cette présentation. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On va vérifier au niveau de la vidéo si la qualité était meilleure que la dernière fois. On publiera la vidéo sur YouTube prochainement. Et puis on annoncera les prochains webinaires, peut-être avec une autre technologie si la vidéo n'est pas de la qualité recherchée. Mais comme annoncé, on fera sûrement assez prochainement un webinaire sur l'intégration avec Onshape. Pour les fans de mécanique, on aura un peu de CAO. Et puis petit à petit, on enrichira donc la diversité de ces webinaires. Merci à tous, bonne continuation pour cette journée et à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter, soit moi en direct, johan@ganister.eu, soit contact@ganister.eu. Quelqu'un prendra votre contact. Merci beaucoup et à bientôt.